Elle m'a envoyé un message disant « Écoute, je ne vais pas manquer un brunch avec mon ex, de toute façon tu seras endormi pendant l'opération, comme si ta chirurgie du ligament croisé antérieur n'était qu'une sieste autour de laquelle je pouvais organiser mon emploi du temps. » J'étais anxieux à ce sujet depuis des semaines. Je lui ai répondu « Merci pour ton honnêteté. » Ce qu'elle a trouvé en rentrant chez elle ce soir-là lui a fait regretter chaque bouchée de ce petit déjeuner chic. Salut Reddit, lecteur de longue date, premier message. Cela s'est passé il y a environ 6 mois, mais je suis enfin prêt à le partager parce que, honnêtement, je reçois encore des messages d'amis communs me disant que je suis allé trop loin. À vous de juger. Je ne suis pas l'homme le plus dramatique du monde, moi, 34 ans, je travaille comme mécanicien diesel dans une petite ville, et j'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à réparer des choses, moteurs, boîtes de vitesse, transmission cassée, je suis un homme manuel, du genre à croire au travail acharné, à la loyauté et au mérite. J'ai grandi dans une famille ouvrière où mon père m'a appris que ta parole est ton engagement et que les actions ont des conséquences. J'ai travaillé dur pour payer mes études techniques et économiser chaque dollar supplémentaire pour acheter la petite maison de 2 chambres où je vis maintenant. Je suis l'homme que les gens appellent quand leur camion ne démarre pas, quand ils ont besoin d'aide pour déménager des meubles ou quand quelque chose se casse et doit être réparé, fiable, stable, peut-être ennuyeux pour certains, mais je suis fier d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Pendant les 4 dernières années, je pensais avoir trouvé la même fiabilité chez ma petite amie Jessica, elle a 29 ans, plutôt extravertie, et pour être tout à fait honnête, un peu obsédée par les apparences et les réseaux sociaux. Elle travaille comme ce qu'elle appelle consultante en marketing, ce qui, dans son cas, signifie surtout prendre des selfies dans des cafés branchés, publier des citations motivantes sur des photos de coucher de soleil et appeler cela de la création de contenu pour sa marque personnelle. Son Instagram est rempli de photos de toast à l'avocat, de lattes coûteux et de tenues du jour, des publications qui lui prennent probablement 1 heure à mettre en scène. Je ne critique pas ceux qui se débrouillent ainsi, mais voilà, je paye la plupart de nos factures depuis 2 ans et demi, courses, électricité, sa part du loyer. Elle a emménagé dans ma maison mais a insisté pour ne payer que son assurance automobile et sa facture de téléphone, sa raison, elle devait investir pour développer sa marque et ne pouvait pas se permettre de partager les dépenses à 50-50 tant qu'elle développait son activité. Je pensais être dans mon rôle de soutien, mon père m'a toujours dit que quand on tient à quelqu'un, on l'aide à poursuivre ses rêves. Les signaux d'alerte étaient là, rétrospectivement, comme le fait qu'elle avait toujours de l'argent pour de nouveaux vêtements, du maquillage coûteux ou des dîners avec des amis, mais jamais assez pour payer sa part de la facture d'électricité, ou qu'elle se mettait sur la défensive chaque fois que je suggérais qu'elle pourrait trouver un petit boulot à temps partiel en développant sa marque. Elle répondait des choses comme « Tu ne comprends pas l'entrepreneuriat » ou « Je ne peux pas travailler dans un petit boulot sans avenir alors que je construis quelque chose de plus grand. » Mais j'ai ignoré tout cela, car honnêtement, je l'aimais, ou du moins je pensais l'aimer. Elle était drôle, belle, et quand tout allait bien entre nous, c'était vraiment bien. Elle avait cette façon de rendre excitantes les choses du quotidien, de plus, ma précédente relation s'était mal terminée et Jessica me semblait être un nouveau départ. 2 semaines avant l'opération qui a tout changé, je me suis rompu le ligament croisé antérieur en jouant dans notre ligue locale de rugby amateur. Je joue au rugby depuis l'université et c'est l'une des rares choses que je fais uniquement pour le plaisir, sans argent en jeu, juste un groupe de gars avec des emplois ordinaires qui se retrouvent 2 fois par semaine pour courir et se rentrer dedans de façon plus ou moins organisée. C'est arrivé lors d'une action qui aurait dû être banale, j'ai mal posé mon pied en essayant d'éviter un plaquage, j'ai entendu un craquement comme un pétard et je suis tombé lourdement, la douleur a été immédiate et intense, comme si quelqu'un avait enfoncé un couteau brûlant dans mon genou et le tournait. Mes coéquipiers m'ont porté hors du terrain, et au moment où je suis arrivé aux urgences, mon genou avait doublé de volume. Le chirurgien orthopédiste a été clair, rupture complète du ligament croisé antérieur plus quelques lésions au ménisque, j'aurais besoin d'une opération suivie de plusieurs mois de rééducation. Sans l'opération, je ne pourrais plus jamais rejouer au rugby et même des choses simples comme faire des randonnées ou jouer un jour avec mes futurs enfants serait risqué. Avec l'opération, j'avais de bonnes chances de retrouver une vie normale, mais cela signifiait subir une anesthésie générale, faire ouvrir mon genou et greffer un tendon prélevé sur un cadavre pour remplacer mon ligament déchiré. Je n'ai jamais été très à l'aise avec les choses médicales, je suis du genre à avoir la nausée en regardant des émissions médicales à la télé, l'idée d'être inconscient pendant que quelqu'un ouvrait mon corps, perçait mes os et y cousait des parties d'une personne décédée me donnait la nausée. Je sais que c'est une opération courante, mais savoir quelque chose intellectuellement et l'accepter émotionnellement sont 2 choses différentes. J'ai passé les 2 semaines avant l'opération à faire des recherches, à parler à d'autres hommes ayant subi la même intervention et à essayer de me préparer mentalement, le chirurgien m'a tout expliqué en détail.
Je serai sous anesthésie générale pendant environ 1 heure et demie, puis je passerai encore 1 heure en salle de réveil avant d'être transféré dans une chambre normale. Je serai groggy et j'aurai mal en me réveillant, et j'aurai besoin que quelqu'un me ramène chez moi et reste avec moi pendant au moins les premières 24 heures. La veille de mon opération, je tournais en rond dans la cuisine, trop nerveux pour rester assis, j'avais essayé de regarder la télévision, de lire, même de ranger mes outils dans le garage, mais rien ne pouvait calmer mes nerfs. Finalement, j'ai décidé que je devais parler à Jessica de la peur que j'avais. Nous étions ensemble depuis 4 ans, si je ne pouvais pas être vulnérable avec elle, avec qui pourrais-je l'être? Elle était dans le salon, recroquevillée sur le canapé avec son ordinateur portable, en train de retoucher des photos prises dans un café qu'elle avait visité plus tôt dans la journée. La télévision était allumée en arrière-plan, mais elle ne la regardait pas. Elle avait installé une petite lampe annulaire pour pouvoir prendre le selfie parfait pour sa publication du soir. « Jess », ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle, « on peut parler 1 minute ». Elle a levé les yeux de son écran, mais ses doigts ont continué à taper. Bien sur mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris une grande inspiration, je suis vraiment nerveux pour demain, je sais que c'est une opération courante, mais je n'ai jamais été sous anesthésie auparavant. Je n'arrête pas de penser à tout ce qui pourrait mal se passer, et si une complication survenait, et si je faisais une mauvaise réaction à l'anesthésie, et si... Chérie, m'a-t-elle interrompu sans détourner les yeux de son ordinateur portable, tu te prends trop la tête, des milliers de personnes subissent cette opération chaque année, tu iras bien. Je sais, ai-je dit, mais j'ai quand même peur. Ça te dérangerait de venir à l'hôpital avec moi? Je sais que tu devras attendre pendant que je serai au bloc, mais ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là quand je me réveillerai. C'est à ce moment-là qu'elle a arrêté de taper et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme si je venais de lui demander quelque chose d'incroyablement déraisonnable. Oh, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à me décevoir, mais voulait que cela paraisse être ma faute pour avoir trop attendu, je ne peux pas, demain matin j'ai un brunch prévu avec Ryan. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ryan, son ex-petit ami, son riche ex-banquier d'affaires qui l'emmenait en week-end à Miami juste parce qu'on était mardi et qu'il s'ennuyait. J'ai cligné des yeux, certain d'avoir mal entendu, tu vas prendre un brunch avec ton ex au lieu d'être à l'hôpital pendant que je me fais opérer? Elle a posé son ordinateur portable et m'a lancé un regard comme si j'étais ridicule, ne rends pas ça bizarre, ce n'est que de la nourriture, on a prévu ça depuis des semaines, en plus tu seras endormi pendant la majeure partie de l'opération. Qu'est-ce que je suis censé faire, rester dans une salle d'attente pendant des heures à fixer le mur? Moi aussi j'ai besoin de m'amuser dans ma vie tu sais. À ce moment-là, tous les drapeaux rouges que j'avais ignorés pendant 4 ans me sont tombés dessus comme une avalanche. Ce n'était pas seulement à propos du brunch, c'était à propos de toutes les fois où elle avait donné la priorité à littéralement n'importe quoi d'autre plutôt qu'à notre relation, toutes les fois où elle avait trouvé une excuse pour ne pas venir au dîner de famille avec mes parents, toutes les fois où elle avait pris des engagements avec ses amis le jour de mon anniversaire, toutes les fois où elle m'avait fait sentir que vouloir son soutien me rendait dépendant et déraisonnable. Mais plus que ça, c'était à propos de Ryan, Ryan qu'elle disait être juste un ami mais à qui elle envoyait de plus en plus de messages ces derniers mois, Ryan qu'elle avait accidentellement appelé « mon cœur » lors d'une conversation téléphonique qu'elle pensait que je n'entendais pas, Ryan qui représentait tout ce que je n'étais pas, riche, sophistiqué, le genre d'homme qui porte des costumes au travail et part en vacances exotiques. J'ai senti quelque chose changer en moi, la peur de l'opération était toujours là, mais elle était éclipsée par une froide clarté cristalline, je voyais Jessica clairement pour la première fois depuis des années, et ce que je voyais n'était pas beau. Je n'ai pas dit grand-chose après ça, j'ai juste hoché la tête et dit « merci d'être honnête sur tes priorités ». Elle a souri, comme si nous venions de régler un petit conflit d'agenda, a attrapé son sac à main, une imitation de créateur qu'elle avait acheté avec l'argent qu'elle m'avait emprunté 3 mois plus tôt, et est partie retrouver des amis pour ce qu'elle appelait une soirée entre filles, mais que je savais être juste une excuse pour publier des stories Instagram depuis des bars branchés. Ce soir-là, après son départ, je suis resté assis dans ma cuisine, l'esprit clair, et j'ai commencé à passer des coups de fil. D'abord, j'ai appelé mon meilleur ami du lycée, c'est un bon gars, du genre à tout laisser tomber pour aider un ami, et il n'a pas hésité une seconde quand je lui ai demandé s'il pouvait me conduire à l'opération le lendemain matin. Bien sûr mon pote, a-t-il dit, à quelle heure veux-tu que je sois là? 6h30, ai-je répondu, et j'ai besoin de te demander un autre service aussi. Je lui ai expliqué la situation avec Jessica et il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Tu es sérieux, a-t-il finalement dit, elle choisit un brunch avec son ex plutôt que ton opération? Très sérieux. D'accord, a-t-il dit, et je pouvais entendre la colère dans sa voix,
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis j'ai appelé mon cousin Rob. Rob est un bon gars, il travaille dans la construction et n'a jamais aimé Jessica, il disait toujours qu'elle lui rappelait son ex-femme, jolie, charmante et absolument impitoyable. Quand il s'agissait d'obtenir ce qu'elle voulait, quand je lui ai expliqué ce qui se passait, il n'a même pas semblé surpris. J'attends cet appel depuis 2 ans, a-t-il dit, quel est le plan? Nous avons parlé pendant environ 1 heure pour régler les détails. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à la relation, il s'agissait de faire en sorte que Jessica comprenne que les actions ont des conséquences. Elle me traitait comme un filet de sécurité, quelque chose sur lequel elle pouvait retomber pendant qu'elle explorait d'autres options. J'étais sur le point de retirer ce filet et de voir comment elle gérerait la chute. Voici la chose à savoir sur Jessica, elle n'avait jamais vraiment été financièrement indépendante. Ses 2 dernières relations sérieuses avant moi avaient toutes 2 été avec des hommes aisés qui prenaient en charge ses dépenses. Quand elle avait rompu avec Ryan la première fois, c'était parce qu'il avait commencé à parler de mariage et qu'elle avait pris peur, mais elle s'était aussi habituée au style de vie qu'il lui offrait, dîners coûteux, escapades le week-end, vêtements de créateur. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je pense qu'elle m'a vu comme une solution stable mais temporaire, le temps de comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Le problème, c'est que je l'avais encouragée dans ce sens, j'avais été tellement concentré sur le fait d'être le bon petit ami que je l'avais laissée devenir complètement dépendante de moi financièrement. Elle n'avait pas d'économie, pas de véritable revenu et aucun plan de secours, ce qui signifiait que lorsque je la couperais, les conséquences seraient immédiates et sévères. Le lendemain matin, mon ami est venu me chercher à 6h30 précise. Rob était assis à l'avant, ayant pris sa journée de congé de son travail dans la construction pour aider. Ils étaient tous les 2 là pour moi en ce qui devait être l'un des jours les plus vulnérables de ma vie. Jessica, toujours silencieuse, pas même un message de bonne chance. Sur le trajet vers l'hôpital, mon ami a demandé, « Tu es sûr de ce plan ?» Je veux dire, c'est assez radical. J'ai regardé par la fenêtre le soleil du petit matin et je me suis senti plus certain que je ne l'avais été depuis des années. Elle a fait son choix, maintenant elle vivra avec les conséquences. Les préparatifs de l'opération ont été routiniers, enfiler une blouse d'hôpital, recevoir une perfusion, rencontrer l'anesthésiste. Pendant tout ce temps, je ne cessais de vérifier mon téléphone, pensant que peut-être Jessica se raviserait et viendrait. Elle ne l'a pas fait. Juste avant qu'on ne me roule vers la salle d'opération, j'ai remis mes clés de maison à mon ami et je lui ai donné la permission explicite d'emballer absolument tout ce qui appartenait à Jessica, vêtements, maquillage, les gadgets de cuisine coûteux qu'elle devait absolument avoir mais qu'elle n'utilisait jamais, la collection de plantes qu'elle avait achetées pendant sa brève phase de « maman plante », puis laissé mourir. Tout doit partir dans des sacs, lui ai-je dit, et je veux dire tout. Si elle l'a acheté, si c'est à elle, si elle l'a même touché, emballe-le. Je lui ai aussi donné une copie imprimée de son message, « Tu dormiras de toute façon », avec des instructions précises sur ce qu'il fallait en faire. Pendant que j'étais inconscient, en train de me faire reconstruire le genou, mon ami et Rob ont travaillé avec une précision militaire. Ils ont passé 4 heures chez moi à emballer soigneusement chaque objet appartenant à Jessica, ses vêtements, chaussures, bijoux, maquillage, articles de toilette, livres, la collection de bougies parfumées qu'elle allumait toujours, son tapis de yoga, son chargeur d'ordinateur portable. Tout est allé dans des sacs poubelles noirs. Mais ils n'ont pas seulement emballé ses affaires, ils se sont aussi occupés d'autres détails importants. Je payais l'assurance de la voiture de Jessica comme conductrice supplémentaire sur ma police, je couvrais aussi sa facture de téléphone parce qu'elle était sur mon forfait familial et je prenais en charge plusieurs autres dépenses mensuelles qu'elle avait d'une façon ou d'une autre réussi à me faire croire être nos responsabilités. Mon ami a appelé ma compagnie d'assurance et a fait retirer Jessica de ma police, effet immédiat. Il a appelé mon opérateur téléphonique et a fait couper sa ligne. Il a même appelé la salle de sport où je payais son abonnement et l'a annulé aussi. Ensuite, ils ont changé les serrures. Je leur avais donné les coordonnées d'un serrurier que j'avais déjà utilisé et il est venu dans l'après-midi installer un nouvel ensemble complet. Les anciennes clés de Jessica étaient désormais de simples morceaux de métal inutiles. Enfin, ils ont laissé tout exactement comme je l'avais demandé, toutes ses affaires dans des sacs sur le porche, recouvertes d'une bâche au cas où il pleuvrait, et sur le comptoir de la cuisine, dans une enveloppe blanche à son nom, ils ont laissé la capture d'écran imprimée de son message accompagnée d'un mot que j'avais écrit, « Jessica, tu avais raison, je dormais ce matin, mais maintenant je suis réveillé, et je ne paierai plus pour ta vie. Tes affaires sont sur le porche, les serrures ont été changées, ton assurance automobile a été annulée, ton téléphone a été déconnecté. Bonne chance pour le brunch, prends soin de toi. » D'après mon voisin d'en face qui m'a ensuite tout raconté,
Jessica est arrivée chez moi vers 14h30, clairement de bonne humeur après son brunch avec Ryan. Apparemment elle fredonnait en montant vers la porte d'entrée, probablement en prévoyant de me raconter tous les détails de son merveilleux moment. Pendant que je récupérais de l'opération, le premier signe que quelque chose n'allait pas fut lorsque sa clé ne fonctionna pas. Mon voisin m'a dit qu'elle l'avait essayé plusieurs fois, l'air confuse, avant de remarquer les sacs sur le porche. Il lui fallut quelques minutes pour réaliser qu'il s'agissait de ses affaires. C'est alors qu'elle commença à frapper violemment à la porte. Mon voisin a décrit la scène comme un véritable spectacle. Jessica a passé environ 20 minutes à marteler la porte, à sonner et à crier mon nom. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a essayé de m'appeler, et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert que son téléphone n'avait plus de service. Finalement, elle a dû appeler mon ami depuis le téléphone de Ryan. Apparemment, il était resté après le brunch, ce qui aurait dû être mon premier indice sur ses véritables intentions pour la journée. La conversation fut brève. « Allô, c'est bien le prénom de l'ami ? C'est Jessica, je n'arrive pas à joindre prénom et je ne peux pas entrer dans la maison. » Oh, salut Jessica, oui il est encore à l'hôpital en train de se remettre de l'opération, tu sais, celle à laquelle tu as préféré un brunch. Bref, je crois qu'il y a une enveloppe sur le comptoir de la cuisine qui explique tout. Quelle enveloppe ? Je ne peux pas entrer dans la maison, hein. C'est parce que les serrures ont été changées, regarde sur le porche, je crois qu'il y a une copie de la lettre avec tes affaires, et il a raccroché. Mon voisin a dit que Jessica s'était assise sur le trottoir pendant environ 1 heure, lisant la lettre encore et encore, passant des coups de fil depuis le téléphone de Ryan. À un moment, Ryan, apparemment, décida qu'il avait vu assez de drames pour la journée et partit. Elle a essayé d'appeler plusieurs amis, mais la plupart n'ont pas répondu, probablement parce qu'ils ne reconnaissaient pas le numéro. Finalement, elle a chargé tous ses sacs dans sa voiture, une Honda Civic en fin de vie qui ne pouvait certainement pas aller loin sans assurance, et est partie. Je suis rentré de l'hôpital le soir suivant, encore vaseux à cause de l'anesthésie et des antidouleurs, mais me sentant plus clair dans ma tête que je ne l'avais été depuis des années. Mon ami était resté à l'hôpital avec moi pendant toute la durée de ma convalescence, m'aidant pour tout, depuis m'habiller jusqu'à apprendre à utiliser les béquilles. Il a été le soutien que Jessica aurait dû être. La maison semblait différente sans les affaires de Jessica encombrant chaque surface, plus propre, plus paisible. Pour la première fois depuis des années, je pouvais entrer dans ma propre chambre sans devoir enjamber des piles de vêtements qu'elle avait essayé puis rejetés. Le comptoir de la salle de bain n'était plus recouvert de dizaines de produits de soins et de maquillage. La cuisine avait enfin de l'espace sur les plans de travail, au lieu d'être envahie par le blender haut de gamme qu'elle avait utilisé exactement 2 fois. Mais les vrais changements ne faisaient que commencer. Au cours des jours suivants, alors que je récupérais et que je reprenais pied, j'ai commencé à entendre parler de la situation de Jessica par des amis communs. Le tableau qui se dessinait était assez sombre. Il y eut d'abord le problème de l'assurance automobile. Apparemment, elle avait essayé de conduire jusqu'à la maison de ses parents, à environ 1 heure de route, le lendemain de son expulsion, mais elle s'était fait arrêter pour un feu arrière cassé. Quand l'agent avait vérifié ces informations, il avait découvert qu'elle n'avait pas d'assurance. Sa voiture avait été mise en fourrière et elle avait dû payer une amende salée ainsi que des frais d'enlèvement pour la récupérer. Ensuite, il y eut le problème du téléphone. Elle utilisait son téléphone pour tout, rester en contact avec ses clients, publier sur les réseaux sociaux, même utiliser le GPS pour se déplacer. Sans service, elle était en pratique coupée de toute sa vie numérique. Elle avait essayé de souscrire son propre forfait, mais son crédit était désastreux, un problème que j'avais contribué à atténuer en payant les factures à temps, et la plupart des opérateurs exigeaient un gros dépôt qu'elle ne pouvait pas se permettre. Son travail de consultante en marketing s'avéra être encore plus une façade que je ne l'avais imaginé. Quand j'ai cessé de payer pour son téléphone et son internet, elle perdit contact avec les rares vrais clients qu'elle avait. Il devint clair que la plupart de son activité consistait simplement à publier sur les réseaux sociaux et à recevoir occasionnellement de petits paiements pour promouvoir des produits auprès de sa modeste audience. Selon nos amis communs, la première semaine d'indépendance de Jessica fut un désastre. Elle était allée chez une amie qui avait un petit appartement, mais cet arrangement ne dura que 3 jours avant que l'amie ne se lasse de la voir dormir sur son canapé et manger sa nourriture sans rien apporter en échange. Elle tenta de retourner vers Ryan, mais apparemment leur brunch avait été davantage une conversation de clôture qu'une reprise de romance. Il s'était fiancé à quelqu'un d'autre 6 mois plus tôt, une nouvelle que Jessica avait apparemment ratée, et il avait seulement accepté de la voir pour lui dire clairement que c'était définitivement terminé. Quand elle se présenta à son appartement avec ses sacs en demandant si elle pouvait rester quelques jours, il la repoussa.
Ses parents furent sa prochaine option, mais cela posait aussi ses propres problèmes. Ce que je n'avais jamais dit à Jessica, c'est que j'aidais discrètement ses parents à payer certaines de leurs factures depuis 1 an. Sa mère avait perdu son emploi et son père avait des problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler à temps plein. Quand Jessica me disait que ses parents avaient des difficultés financières, je leur envoyais secrètement de l'argent pour des choses comme leurs factures d'électricité ou les courses, en leur demandant de ne pas le dire à Jessica pour ne pas qu'elle se sente coupable. Quand j'ai cessé d'aider, ses parents se sont soudain retrouvés dans une situation financière beaucoup plus serrée. Alors, quand Jessica s'est présentée en demandant à réemménager dans sa chambre d'enfance, ses parents n'étaient pas exactement ravis à l'idée de prendre en charge une dépense supplémentaire. Ils l'ont laissée rester, mais ont clairement indiqué que c'était temporaire et qu'elle devait commencer à contribuer immédiatement aux dépenses du ménage. Le problème, c'est que Jessica n'avait pas d'argent. Son compte épargne contenait peut-être $300, et c'était de l'argent que j'y avais déposé des mois auparavant, lorsqu'elle s'était plainte de se sentir en insécurité financière. Elle n'avait jamais établi de budget ni acquis de compétences en gestion financière, car elle avait toujours eu quelqu'un pour s'occuper des dépenses importantes. Elle a essayé de trouver un emploi classique, dans la vente au détail, la restauration, n'importe quoi qui pourrait fournir un revenu immédiat, mais Jessica avait été absente du marché du travail traditionnel depuis si longtemps que son CV était pratiquement vide. Son expérience professionnelle des dernières années se résumait à « consultante en marketing » et « créatrice de contenu », ce que la plupart des recruteurs considéraient comme un code pour « sans emploi ». En plus, son attitude lors des entretiens n'était apparemment pas idéale, elle avait l'habitude d'être prise en charge et l'idée de travailler pour un salaire minimum lui semblait dévalorisante. Pendant ce temps, ma convalescence se passait mieux que prévu, la kinésithérapie était difficile, mais je progressais bien. Plus important encore, je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Je n'avais pas réalisé à quel point Jessica ajoutait du stress à ma vie avant qu'il ne disparaisse. Sans son drame constant, ses plaintes au sujet de l'argent, ses remarques passives-agressives sur mon style de vie ennuyeux, ses petites piques déguisées en plaisanterie, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. J'ai recommencé à apprécier les choses simples, comme rentrer dans une maison calme, regarder les émissions que je voulais vraiment voir et ne pas avoir à justifier chaque achat ou décision. Mes amis et ma famille ont été incroyablement présents pendant ma convalescence. Mon cousin Rob passait plusieurs fois par semaine pour m'aider à faire les courses et les tâches ménagères que je ne pouvais pas gérer avec des béquilles. Mon ami qui m'avait conduit à l'opération prenait régulièrement de mes nouvelles et m'accompagnait à mes séances de kinésithérapie. Même mes collègues de l'atelier passaient avec de la nourriture et des propositions d'aide pour tout ce dont j'avais besoin. Je me suis rendu compte que ces personnes, mon vrai réseau de soutien, avaient toujours été là. Jessica avait toujours critiqué mes amis et ma famille en disant qu'ils étaient ennuyeux ou qu'ils ne comprenaient pas son style de vie créatif. Avec le recul, je me suis aperçu qu'elle m'avait peu à peu isolé des personnes qui se souciaient réellement de moi, essayant de me rendre plus dépendant d'elle pour mes interactions sociales. Environ 3 semaines après l'opération, j'ai commencé à recevoir des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. Au début, je pensais que c'était du spam, mais j'ai vite compris que c'était Jessica qui utilisait des téléphones empruntés pour tenter de me joindre. Les premiers étaient furieux, c'est insensé, tu ne peux pas juste mettre quelqu'un dehors sans avertissement, j'ai des droits, tu ne peux pas simplement changer les serrures, tout le monde pense que tu as perdu la tête. Je n'ai répondu à aucun. Puis ils sont devenus plus désespérés, on peut s'il te plaît juste parler, je crois qu'il y a eu un malentendu, je n'ai jamais voulu te blesser, je pensais juste que tu irais bien sans moi pendant quelques heures, je reste chez mes parents et c'est vraiment difficile, j'ai juste besoin d'un peu d'aide pour me remettre sur pied. Toujours pas de réponse de ma part. Enfin, ils sont devenus suppliants, je sais que j'ai merdé, je suis désolé, j'aurais dû être là pour ton opération, tu me manques, nous me manquons, on peut s'il te plaît t'arranger ça, je n'ai nulle part où aller, s'il te plaît. Chaque message me confirmait que j'avais pris la bonne décision. Jessica ne s'excusait pas parce qu'elle comprenait ce qu'elle avait fait de mal, elle s'excusait parce qu'elle faisait face à des conséquences pour la première fois depuis des années. Elle ne me manquait pas, c'était la sécurité que je lui apportais qui lui manquait. Environ 1 mois après toute l'histoire, j'ai commencé à avoir des nouvelles d'amis communs qui avaient entendu la version de Jessica. La plupart étaient de mon côté une fois qu'ils avaient appris ce qui s'était réellement passé, mais quelques-uns pensaient que j'étais allé trop loin. Une amie, qui travaillait avec Jessica dans un café où elle avait brièvement occupé un emploi à temps partiel, m'a dit que j'étais cruel et que Jessica était dévastée. Elle a fait une erreur, m'a-t-elle dit, tu ne penses pas que la mettre dehors était un peu extrême? J'ai expliqué que ce n'était pas une erreur, mais 4 années à profiter de ma générosité et à me traiter comme une roue de secours, l'opération n'avait été que la goutte d'eau qui m'avait permis de voir la situation clairement.
Un autre ami, un gars que je connaissais depuis la fac, m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère, mais qu'il pensait que je devrais donner à Jessica une chance de se rattraper. Elle a appris la leçon, m'a-t-il dit, peut-être que tu pourrais l'aider à se remettre sur pied, et alors vous pourriez repartir de zéro. Mais j'étais déjà passé à autre chose mentalement. La personne dont j'avais été amoureux, la personne que je croyais que Jessica était, n'avait en réalité jamais existé. J'avais été amoureux d'une version d'elle que j'avais créée dans mon esprit, en ignorant toutes les preuves qu'en réalité elle était quelqu'un de très différent. Par des amis communs, j'ai appris que Jessica avait du mal à trouver du travail. Son expérience de consultante en marketing ne se traduisait par aucune véritable opportunité professionnelle, et son absence prolongée du marché de l'emploi traditionnel rendait difficile son embauche dans un poste correct. Elle a fini par trouver un emploi à temps partiel dans un magasin du centre commercial, mais le salaire suffisait à peine pour payer l'essence et les dépenses de base, encore moins pour contribuer aux dépenses de ses parents ou économiser pour son propre logement. Le travail était physiquement éprouvant et l'obligeait à gérer des clients difficiles, bien loin du style de vie Instagram qu'elle cultivait. Sa présence sur les réseaux sociaux, qui avait été si importante pour elle, commença aussi à en souffrir. Sans le style de vie que je finançais, les cafés branchés, les beaux vêtements, le temps libre pour créer du contenu, ses publications devinrent moins fréquentes et moins soignées, et le nombre de ses abonnés commença à baisser à mesure que les gens perdaient intérêt pour une réalité moins glamour. L'ironie ne m'échappait pas, Jessica avait toujours parlé de construire sa marque et d'investir dans son avenir, mais elle n'avait jamais pris la peine de développer de véritables compétences ou de créer une vraie valeur. Toute son activité avait dépendu du maintien d'une image de succès financée par quelqu'un d'autre. 3 mois après l'opération, j'avais enfin retrouvé toute ma force et j'étais revenu travailler à l'atelier. Mon genou allait bien, je dormais bien et j'avais recommencé à jouer au rugby. La vie avançait dans une direction positive. Un vendredi soir, alors que je fermais l'atelier, une voiture familière entra sur le parking. C'était la Honda Civic de Jessica, qui semblait encore plus abîmée qu'avant. Elle sortit du siège conducteur et je fus choqué de voir à quel point elle avait changé. Elle avait maigri, pas d'une manière saine, mais comme le font les gens stressés qui ne mangent pas régulièrement. Ses cheveux, qu'elle avait toujours gardés parfaitement coiffés, étaient attachés en une queue de cheval négligée. Elle portait des vêtements que je n'avais jamais vus, des pièces bon marché et mal ajustées qui semblaient venir d'un magasin à bas prix. Le sac à main imitation de créateur avait disparu, remplacé par un simple sac en toile usé. « Salut », dit-elle en s'approchant prudemment, « on peut parler ?» Je m'adossai à mon camion, curieux d'entendre ce qu'elle avait à dire. « Je sais que tu es probablement encore en colère », commença-t-elle, mais je voulais m'excuser. Je me rends compte maintenant que j'ai fait une très grosse erreur, j'aurais dû être là pour ton opération, j'aurais dû être une meilleure petite amie, j'aurais dû apprécier tout ce que tu as fait pour moi. Elle s'arrêta, probablement en s'attendant à ce que je dise quelque chose, mais j'attendis simplement qu'elle continue. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, dit-elle, je sais que je t'ai pris pour acquis, je sais que j'ai été égoïste, mais j'ai appris de cette expérience, j'ai grandi en tant que personne, j'ai un travail maintenant et je travaille à devenir plus indépendante. Je ne dis rien. Le truc, continua-t-elle, sa voix se faisant plus faible, c'est que je galère vraiment, mes parents parlent de déménager dans un logement plus petit et je ne peux pas me payer un appartement avec ce que je gagne. Je me demandais si on pouvait peut-être trouver un arrangement, je ne veux pas forcément dire qu'on se remettrait ensemble tout de suite, mais peut-être que je pourrais rester dans ta chambre d'amis quelques mois, le temps d'économiser, je pourrais te payer un loyer, aider avec les tâches ménagères, tout ce que tu veux. Je la regardai un long moment, observant la détresse dans ses yeux, la façon dont elle essayait si fort de paraître humble et changée, et je ne ressentis rien, ni colère, ni tristesse, ni compassion, juste une absence totale de sentiment pour cette personne qui avait autrefois été le centre de mon monde. Jessica, dis-je enfin, je t'ai aidé pendant 4 ans, et tu as échangé tout ça contre un brunch avec ton ex. Son visage se décomposa. Ce n'était pas à propos de Ryan, je te jure que non, j'ai juste été stupide et égoïste, je le sais maintenant. Peut-être, dis-je, mais ça n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que lorsque j'avais le plus besoin de toi, tu as choisi autre chose, et ce choix m'a montré exactement quelle place j'occupais dans tes priorités. Mais je suis différente maintenant, insista-t-elle. Tu as appris qu'il y a des conséquences à tes actes, l'interrompis-je, ce n'est pas la même chose que de réellement changer en tant que personne. Tu n'es pas ici parce que je te manque ou parce que tu as réalisé que tu m'aimais, tu es ici parce que tu es dans une mauvaise passe et que tu penses que je suis ta meilleure option pour en sortir. Elle se mit alors à pleurer, pas les jolies larmes délicates qu'elle produisait quand elle voulait quelque chose, mais des sanglots laids et désespérés.
Je n'ai nulle part où aller, dit-elle, mes parents peuvent à peine me garder et je ne gagne pas assez pour vivre seule, j'ai juste besoin d'aide pour me remettre sur pied. Tu as eu de l'aide, dis-je, pendant 4 ans tu as eu toute l'aide dont tu pouvais rêver, tu aurais pu utiliser ce temps pour construire quelque chose de concret, développer des compétences, économiser de l'argent, planifier l'avenir. À la place tu l'as utilisé pour jouer à la petite maison en attendant de voir si tu pouvais trouver mieux. Je montai dans mon camion et démarrai le moteur. Je ne suis plus ton filet de sécurité, Jessica, tu vas devoir te débrouiller toute seule. En m'éloignant, je la vis dans mon rétroviseur, debout seule sur le parking vide, dans l'obscurité grandissante. Pendant un instant, j'ai presque ressenti de la pitié pour elle, presque. Mais ensuite, je me suis rappelé l'expression sur son visage quand elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas se donner la peine de venir à mon opération. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle m'avait fait sentir que vouloir son soutien me rendait dépendant et déraisonnable. Je me suis souvenu de la façon dont elle avait traité mes amis et ma famille, de la manière dont elle avait dépensé mon argent, de tout ce que je lui avais donné et de la façon dont elle avait agi comme si elle avait droit à encore plus. Ce soir-là, j'ai bloqué le dernier des numéros que Jessica utilisait pour me contacter. J'ai supprimé ses profils de mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux. J'ai jeté les quelques objets qui restaient à elle et que mon ami et Rob avaient manqué lorsqu'ils avaient emballé ses affaires. Cela fait 3 mois depuis cette conversation sur le parking et je n'ai plus eu de nouvelles de Jessica depuis. Par des amis communs, j'ai appris que ses parents avaient fini par déménager dans un logement plus petit et qu'elle avait dû trouver son propre appartement, un studio dans un quartier difficile qui engloutit la majeure partie de son salaire. Elle travaille toujours dans la vente, galère toujours financièrement et essaie encore de reconstruire une vie qu'elle avait laissée devenir complètement dépendante des autres. Pendant ce temps, ma vie a continué à s'améliorer. Mon genou est revenu à 100% et je joue au rugby mieux que jamais. J'ai recommencé à sortir avec des gens, rien de sérieux pour l'instant, mais je rencontre des personnes véritablement indépendantes, qui ont leurs propres objectifs et rêves et qui n'ont pas besoin que quelqu'un d'autre les finance. Je suis aussi devenu beaucoup plus attentif aux signaux d'alerte dans les relations. J'observe comment les gens traitent les employés de service, comment ils gèrent leurs finances, comment ils réagissent quand les choses ne se passent pas comme prévu. Je guette les signes montrant que quelqu'un cherche un fournisseur plutôt qu'un partenaire. Avec le recul, je ne regrette pas ma décision. Certaines personnes pensent que j'ai été trop dur, que j'aurais dû donner à Jessica plus d'avertissements ou plus de chances de changer. Mais voilà, je lui avais donné des chances pendant 4 ans, chaque fois que je payais une facture qu'elle aurait dû régler, chaque fois que je trouvais des excuses à son comportement auprès de mes amis et de ma famille, chaque fois que je choisissais d'ignorer un signal d'alerte, c'était toutes des chances.